Attention, si vous êtes né après une fausse couche très mal vécue par votre mère ou votre grand-mère, ou encore si votre enfant est arrivé après une fausse couche ou le décès prématuré d'un bébé, il est fort probable que vous soyez confronté au syndrome du gisant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre. Merci encore d'être là aujourd'hui. Merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui vont bientôt le devenir. Merci aussi à tous ceux qui me témoignent leur confiance en prenant leur rendez-vous visio sur créneaulibre.fr. Et oui, aujourd'hui on reparle du syndrome du gisant sur lequel j'insiste car il est vraiment une problématique dont on sous-estime l'importance mais que personnellement je rencontre très fréquemment en consultation. On ne réalise malheureusement pas l'impact colossal d'une fausse couche ou de la mort d'un bébé prématuré sur l'enfant qui suit. Et pour vous en donner une idée supplémentaire, après avoir évoqué l'histoire de Juliette dans le rendez-vous numéro 7, j'aimerais vous emmener à la rencontre de Nadja, une femme d'un courage exceptionnel qui, sur son chemin de guérison émotionnelle, est confrontée à une myopathie mitochondriale qui limite considérablement, mais considérablement, sa mobilité, la mobilité de ses jambes et de ses bras. Vous y êtes? C'est parti pour le numéro 8. Avant de vous présenter la problématique de Nadja, il me faut faire un retour sur les caractéristiques du syndrome du gisant que j'ai développé dans la vidéo numéro 7, que je vous recommande de regarder si vous ne l'avez pas vu. Le syndrome du gisant a donc été mis en lumière au tout début des années 2000 par le docteur Salomon Selam et voici la définition qu'il en fait. Accrochez-vous. C'est la réparation automatique transgénérationnelle d'un ou de plusieurs décès injustifiés et injustifiables. Dans le cas de la fausse couche qui nous intéresse aujourd'hui, la perte de son bébé peut être tellement difficile à vivre pour la mère qu'une sorte de programme de réparation s'enclenche automatiquement. On va donc charger tout à fait inconsciemment l'enfant suivant, ou plusieurs d'ailleurs, de réparer le drame par sa venue, par sa naissance. C'est ce que le docteur Selam appelle l'enfant de remplacement ou encore le gisant qui est chargé d'adoucir le deuil en prenant la place laissée vide par celui qui n'est plus. Et aussi fort que les parents puissent l'aimer, cet enfant est de fait un deuxième choix, sans compter qu'on lui donne parfois le prénom du bébé qui n'est plus. Il doit donc être lui-même et un autre, un mort et un vivant, et c'est très compliqué puisqu'encore une fois, tout cela se passe à l'insu de tous, parents et enfants. Alors maintenant, quels sont les 7 symptômes qui apparaissent le plus fréquemment? 1. Il y a d'abord l'impression de ne pas vivre sa vie, d'être perpétuellement entre parenthèses, d'être transparent. 2. L'impression aussi d'être constamment freiné, voire contraint à l'immobilisme, à l'immobilité, un peu comme si on ne s'autorisait pas à vivre et même comme si on s'obligeait à faire le mort. L'autosabotage est d'ailleurs une constante dans le syndrome du gisant. 3. La personne atteinte du syndrome était assez peu communicante dans son enfance et parfois assez peu à l'âge adulte. 4. Elle manque aussi cruellement de confiance en elle et elle a une peur viscérale du rejet. Évidemment, puisqu'elle est un deuxième choix et qu'elle ne devrait pas être là. 5. Elle a terriblement peur de ne pas être aimée et a par conséquent beaucoup de mal à dire non. 6. Ce trouble identitaire l'amène souvent à traverser des phases de dépression, parfois sévères et souvent incomprises. 7. Enfin, la personne atteinte de ce syndrome souffre de maladies telles que le diabète, les maladies digestives et les pathologies qui entraînent notamment les troubles de la mobilité tels que la sclérose en plaques et dans le cas de Nadja, la myopathie mitochondriale. Lorsque Nadja apparaît sur l'écran de ma consultation, je découvre une jeune femme avenante, souriante, une jeune femme qui, à 44 ans, semble en avoir 10 de moins. Et pourtant, quand elle me dévoile le motif du rendez-vous, je tombe du 15e étage. Elle souffre d'une myopathie mitochondriale qui l'immobilise progressivement et qui l'amène dernièrement à ne plus pouvoir se servir ni de ses jambes, ni de ses bras, ni de ses mains. Elle a bien sûr un suivi médical régulier et un traitement, mais qui n'empêche pas la maladie de progresser et les tentatives qu'elle a faites du côté des médecines alternatives n'ont rien donné. Alors j'imagine que vous savez tous bien sûr ce que sont les myopathies mitochondriales, mais je vais quand même vous rafraîchir la mémoire.
Les myopathies mitochondriales constituent un groupe de maladies génétiques qui affectent en fait les mitochondries. Alors les mitochondries, ce sont des minuscules unités de production d'énergie qu'on retrouve dans toutes les cellules de l'organisme et leur dysfonctionnement altère notamment le fonctionnement des muscles. Mais comme les mitochondries sont très répandues dans l'organisme, les myopathies mitochondriales peuvent aussi impacter le fonctionnement d'autres organes. C'est pas terrible ça, c'est pas... Ouais. Comme d'habitude, il va falloir trouver l'origine première de la maladie qui contraint Nadja à être immobilisée de cette façon. D'autant que ce n'est pas la première fois qu'elle est freinée, c'est même une constante dans sa vie. D'abord, elle me dit avoir toujours eu des problèmes de santé et notamment des problèmes au niveau de l'appareil digestif, dont un syndrome de l'intestin irritable qui l'amènera plusieurs fois aux urgences. Autre fait notable, lorsqu'elle décide de préparer le CAPES pour devenir professeure de français, le stress lui provoque des insomnies telles qu'elle devra être là encore hospitalisée. Elle est pourtant reçue au concours, mais aussitôt qu'elle commence sa carrière de prof, elle est sujette à des extinctions de voix qui l'empêchent même de commencer à enseigner. Vous voyez un peu les freins qui s'accumulent, l'impression de se refermer sur soi-même, de ne pas avoir le droit d'exister pour elle-même. D'ailleurs, elle se dédie longtemps à ses grands-parents maternels qui sont atteints l'un de la maladie de Parkinson et l'autre d'Alzheimer. Dans sa vie, c'est les autres d'abord et moi après. Plus tard, lorsqu'elle et son mari décident de fonder une famille, elle devra faire un parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée, pendant 7 ans avant d'avoir son petit garçon. L'année de sa naissance marque une embellie. C'est aussi l'année où elle se forme à la méthode Montessori, qu'elle s'apprête à enseigner. Mais le petit Paul n'a qu'1 an et demi quand le diagnostic de myopathie mitochondriale tombe. Et comme elle me le dit en souriant, j'ai donc un enfant, mais plus de jambes et plus de bras pour m'en occuper. Il faut être solide tout de même. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans que le diagnostic a été posé et que la maladie s'est installée. Mais pourquoi ? Pourquoi cet auto-sabotage systématique du corps qui arrête Nadja à chaque étape de sa vie ? Comme je le fais toujours, j'avais demandé à Nadja la composition de sa fratrie. Vous me voyez venir, vous êtes des pros maintenant. Nadja est fille unique, mais elle avait été précédée d'une petite fille née très prématurée à peine 6 mois et qui n'avait pas survécu. Or, à l'époque, il y a 45 ans, la petite avait été considérée comme une fausse couche et n'avait pas eu le droit à une sépulture. 45 ans plus tard, la mère de Nadja ne pouvait toujours pas parler de la petite Armelle sans pleurer et sans ressentir de la rage à l'égard de ceux qui avaient montré aussi peu d'humanité à l'égard de son bébé. À sa naissance, 1 an plus tard, Nadja avait reçu Armelle pour 2e prénom. Vous connaissez la suite, le fameux contrat de réparation automatique transgénérationnel d'un décès injustifié et injustifiable et je dirais même inacceptable était enclenché, le fichu syndrome du gisant. Malgré tout l'amour et la relation fusionnelle qui l'unissaient à sa mère, Nadja était vouée à être l'enfant de remplacement, le 2e choix, l'enfant parfaite qui pourrait réparer le chagrin, qui devrait tout faire pour s'assurer l'amour que ses parents avaient destiné à une autre, qui devrait se garder de vivre sa vie, qui devrait s'empêcher d'avancer pour faire comme celle qui ne vivait plus, qui allait se figer peu à peu pour respecter le souvenir de l'autre. Et le dernier coup dur en date pour Nadja avait été l'annonce de la maladie de Parkinson de sa maman, de qui elle avait toujours été très proche et qui l'aidait du mieux qu'elle pouvait pour gérer son quotidien et celui du petit Paul. Bon alors on fait quoi ? Dois-je rappeler encore une fois que nous attirons ce que nous vibrons et Nadja vibre encore les mémoires du passage in utero d'Armelle, les mémoires de tristesse et de colère de sa maman, des programmes d'interdiction de vivre sa vie. Elle est aussi en charge d'incarner par sa présence la mémoire de sa grande sœur défunte et pire, de jouer aux morts au point qu'elle se fige et s'immobilise de jour en jour. En même temps, elle vibre qu'elle est un 2e choix, donc un second rôle. Elle vibre donc la peur de ne pas être aimée, de ne pas être appréciée autant qu'un ou une autre. De ce fait, elle va avoir tendance à être trop à l'écoute des autres. Elle va vouloir être dans une quête de perfection pour être sûre d'être à la hauteur d'une place qu'elle ne doit qu'à la défaillance de l'autre. C'est là qu'on retrouve les caractéristiques du syndrome de l'imposteur qui fait qu'on ne se sent jamais à la hauteur d'une tâche, d'un poste ou par ailleurs, on excelle souvent. La peur du rejet est une constante et pour ne pas risquer d'y être confronté, on est capable de tout accepter ou du moins on a beaucoup de mal à dire non. Et on est là à la merci des pires manipulateurs. Et on est dans la panade.
On va donc déprogrammer toutes ces vibrations, donc toutes ces émotions, grâce à des techniques de soins énergétiques. Mais il faut aller plus loin et Nadja est également suivie par une psychologue consoeur qui est spécialisée en soins biodynamiques. Par ailleurs, il me semblait évident que tant que la maman, Nadège, demeurait 45 ans plus tard dans cette profonde tristesse et dans la colère, la connexion naturelle qui existait entre les deux femmes risquait d'entraver grandement la guérison émotionnelle de Nadja en renforçant sans cesse la nécessité de réparation. Nadège a heureusement accepté qu'on travaille également à déprogrammer toutes ses émotions. Le cas de Nadja dont je vous parle est tout récent et nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour savoir comment il évoluera. Mais de fait, à la suite de ses soins, Nadja a pu marcher par 2 fois sur une assez longue distance, ce qui est vraiment très encourageant. Et la semaine suivante, elle a retrouvé un peu de mobilité dans les bras. On croise les doigts pour elle. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je remercie vraiment Nadja d'avoir accepté que je parle d'elle. Je vous tiendrai bien sûr au courant de son évolution et je suis persuadée que vos commentaires et vos encouragements lui seront d'une précieuse aide. Petite anecdote pour finir. Lorsque j'ai demandé à ma consultante quel prénom elle souhaitait que j'utilise dans cette vidéo, elle m'a proposé celui de Nadja en souvenir de la protagoniste d'un roman d'André Breton. Et lorsque je suis allée voir la signification de ce prénom, j'ai vu qu'il signifiait espérance. Elle ne le savait pas, mais je crois que le hasard n'existe pas. En conclusion de ce 8e numéro des Rendez-vous d'ailleurs sur Terre, j'aimerais dire une fois de plus que la guérison émotionnelle est une étape aussi décisive qu'incontournable dans les processus de guérison au sens large du terme. Ce qui me semble également essentiel, c'est de rappeler à tous ceux qui sont eux aussi dans la souffrance, qui se battent avec courage et même souvent avec le sourire contre la maladie. C'est justement qu'on ne se bat pas contre la maladie, mais avec la maladie, qui est toujours le signal d'un malaise profond dont il faut identifier l'origine. Faites de votre maladie votre ami et non pas votre ennemi. Surtout, ne soyez jamais dans l'acceptation de la maladie, ce serait la nourrir. En revanche, travaillez avec la maladie pour être dans l'acceptation de la guérison. Merci à vous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Pensez à vous abonner pour recevoir les notifications des nouveaux Rendez-vous d'ailleurs sur Terre et à liker bien sûr si vous avez aimé. Je vous rappelle aussi que les rendez-vous en visio se réservent sur la plateforme créneaulibre.fr. On se revoit très vite pour évoquer un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je travaille beaucoup depuis longtemps. Il s'agit du syndrome du jumeau perdu. Et vous allez être surpris de voir tous les freins que cette problématique, dont vous êtes rarement conscient, sème sur votre chemin de vie. Alors, à très vite. Bye!